Bonjour à tous et à toutes. Nous avons le plaisir de vous accueillir aujourd'hui dans le cadre de ce séminaire UNU. Le plaisir d'accueillir Maria Fortunova-Michel qui va nous présenter ses travaux sur l'approche globale de la Commission sur la santé mentale et la question de la vulnérabilité dans ce cadre. Maria Fortunova-Michel est maîtresse de conférences HDR en droit public et titulaire de la chaire Jean Monnet EU Bioethics à l'Université de Lorraine, qui permettra aussi des collaborations dans le futur avec l'IE, j'espère. Pour la discussion, nous, on travaille beaucoup d'un point de vue interdisciplinaire, donc on est ravis d'avoir Florence Delmotte qui a accepté de discuter ses travaux, qui est maîtresse de recherche au FNRS et professeure ici en sciences politiques. Mais qui est une grande spécialiste, sauf erreur de ma part, tu me corriges, des doctrines politiques et de sociologie historique de l'intégration européenne. Donc c'est vraiment deux perspectives d'un point de vue disciplinaire très différentes, mais je pense qu'ils pourront s'enrichir dans le cadre des discussions sur ce sujet. Sans plus tarder, je te donne la parole, Maria, et merci beaucoup d'avoir accepté de venir nous présenter tes travaux. Alors, merci beaucoup, Cécilia. Tout d'abord, j'adresse mes remerciements de Suez pour son invitation et c'est véritable et pour l'ensemble de l'équipe présente qui avait accepté de venir et discuter avec moi mes réflexions sur l'évolution de l'intégration européenne à travers le prisme de l'éthique et de la bioéthique et plus particulièrement aujourd'hui sur les questions de la santé mentale. Et c'est également aussi une occasion de travailler ensemble et tisser des ponts, comme Cécilia l'a rappelé, entre deux projets Jean Monnet, donc un centre d'excellence et une chaire Jean Monnet, notamment financé par la Commission européenne. Alors, pourquoi en guise de propos, donc d'emblée, je précise qu'il s'agit d'un PowerPoint de travail, donc il n'est pas du tout encore finalisé, il peut y avoir des ajustements. D'emblée, dans un premier temps, en guise de propos introductif, je vais vous présenter la raison pour laquelle je proposais ce thème de la santé mentale et de la vulnérabilité. Tout d'abord, parce qu'il fallait également le rattacher à la thématique centrale de votre centre d'excellence, c'est-à-dire la voix des invisibles, des plus fragiles, et donc pour voir comment cette voix est portée au niveau de l'Union européenne. Et il m'a semblé également opportun de porter cette voix des vulnérables, des moins visibles, à travers la question de la santé mentale. Et cela pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il y a une actualité politique et juridique, tant au niveau national, mais également européen et international, qui s'est particulièrement intensifiée à la suite de la pandémie liée à la COVID-19, mais pas seulement, donc c'était un accélérateur, puisqu'en France, pour mentionner simplement, l'ancien Premier ministre avait déclaré l'année 2025 année de la santé mentale, mais également cela a coïncidé avec la publication de l'avis du Conseil consultatif national d'éthique, l'avis 147 du 9 janvier 2025, les enjeux éthiques relatifs à la crise de la psychiatrie, donc une alerte du CCNE. Et également, il faut également mentionner que c'est une question qui a été également très largement répandue dans le débat civil, dans le débat public, puisque le Forum européen de bioéthique, qui s'est tenu à la fin de la semaine dernière à Strasbourg, avait pour thème la santé mentale et la bioéthique. Et la semaine prochaine, je présenterai quelques réflexions que j'avais présentées lors de ce forum, mais également ici. Donc, ce sera une version un peu plus condensée dans l'ensemble de ces deux interventions devant deux députés européens qui travaillent essentiellement sur la santé mentale et la concrétisation de l'approche globale de la Commission européenne sur la santé mentale. Alors, au niveau européen international, l'année 2025 doit permettre aussi la concrétisation des initiatives déjà entreprises. Et quand on regarde, dès 1999, nous avons des textes, des conclusions du Conseil sur lesquelles je vais revenir, des résolutions du Parlement européen, mais également de la Commission,
sur la santé mentale. Donc, ce n'est pas quelque chose qui vient comme cela non expliqué, mais également parce que dès 2005, il y a eu également une conférence co-organisée entre l'Union européenne et l'OMS et le rapport conjoint qui est publié sur la santé mentale. Et s'est tenue en 2023 la Semaine européenne de la santé, où la question de la santé mentale a été également mise en avant. Et donc, bien sûr, on a les communications de la Commission, le livre vert de 2003 et l'approche de 2005, pardon, et l'approche globale sur la santé mentale de 2023, suivie respectivement des résolutions du Parlement européen 99, 2003, 2023, idem pour les conclusions du Conseil 2003 et 2023. Et bien sûr, 2024, un code européen de santé mentale est également attendu selon la présentation de l'approche globale de la Commission sur la santé mentale en 2023. Alors ça, c'est l'actualité qui m'a interpellée, qu'il fallait quand même en même temps réfléchir sur l'émergence de ce concept et de sa mobilisation de plus en plus prégnante dans les actes des institutions de l'Union. Et ensuite, je me suis interrogée sur la relation étroite entre santé mentale et vulnérabilité. Et il y a une relation très étroite, donc d'évidence. Dès lors qu'on va parler de santé mentale, tout de suite, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est qu'on va traiter une situation de vulnérabilité. Donc, c'est quelque chose qui peut nous paraître comme ça d'évidence. Et quand on regarde l'évolution de ce concept de santé mentale d'un point de vue historique, on a toujours, la focale principale était la vulnérabilité de la personne malade, c'est-à-dire la santé mentale était pensée à travers le trouble mental et la maladie mentale. Et l'évolution également, on peut également mentionner l'évolution de la prise en charge du trouble mental, donc l'institutionnalisation, le traitement sans consentement, l'enfermement, la question de la responsabilité de la personne atteinte d'un trouble mental. Et ensuite, on voit également un basculement puisque la santé mentale va être pensée aussi à travers la vulnérabilité de la personne tout court. Et on retrouve déjà cette idée dans la définition même de la santé, dans la constitution de l'OMS. Je cite, donc la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne constitue pas seulement une absence de maladie ou d'infirmité. Et définition de la santé mentale dans le cadre également de l'OMS, un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès de manière productive et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Alors, il résulte de cette première approche définitionnelle une conception de la santé mentale comme faisant partie de l'état de santé général de la personne, une conception également de la santé mentale liée à l'état psychique de la personne, et une conception également de la santé mentale qui peut aller au-delà de l'état psychique de la personne. Donc, il y a derrière aussi une interrogation sur la définition de la santé mentale. Donc, l'évolution du concept de santé mentale et de la vulnérabilité. La première chose qui apparaît à travers ces définitions et ces différentes approches, c'est qu'on a plusieurs dimensions que recoupe la santé mentale. Donc, les deux dimensions de la santé mentale, et je me réfère davantage aux travaux de psychologie, de psychologues et de sociologues. Donc, dans un premier temps, celle-ci était pensée dans une dimension en bidimensionnelle, santé mentale, détresse psychologique et bien-être psychologique, pour arriver ensuite sur les trois dimensions de la santé mentale, donc bien-être psychologique, détresse psychologique et troubles mentaux. Donc on voit effectivement que la santé mentale n'est plus simplement liée au trouble mental, ni simplement à la vulnérabilité qui peut en résulter, mais elle a une représentation beaucoup plus ancrée dans une représentation culturelle, sociale, sociétale, de la position de l'individu
et de son épanouissement personnel. Et c'est tout ce que d'ailleurs ce qu'on retrouve, si je me réfère à le livre vert de la Commission publié en 2005, donc la santé mentale et les pensées dans un environnement global avec les références entre société et culture. Donc c'est ça qui est très prégnant et ce qu'on va retrouver, pardon, excusez-moi, et ce qu'on va retrouver également dans les différents actes qui vont être adoptés par la suite, bien sûr des actes qui n'ont pas une valeur contraignante. Donc, il y a facteur de prédisposition, facteur de précipitation et les résultats. Et c'est exactement cette position-là, cette conception de la santé mentale qui va se retrouver au fur et à mesure des différents textes des institutions européennes. Alors, de même, je m'attarde un tout petit peu moins sur la définition de la vulnérabilité, mais la vulnérabilité est également une notion multidimensionnelle, et donc, en ce sens où tout est vulnérabilisable, selon le point selon lequel on se place, soit d'un point de vue de l'individu, c'est l'affect, c'est son sentiment de vulnérabilité, mais d'un point de vue de la société aussi, on va identifier des catégories de personnes qui se trouvent potentiellement dans une situation de vulnérable. Sur ce point, la doctrine est très fournie et je me réfère également à un article publié dans un ouvrage La vulnérabilité saisie par les juges en Europe, et notamment aux travaux d'Edouard Dubout, qui jusqu'en 2014 avait recensé un très faible nombre de la référence à la vulnérabilité, mais qui va potentiellement s'étoffer ces dernières années. Alors, en ce sens, on a convoyé face à deux définitions, à deux concepts, à deux notions, dans les définitions floues, en ce sens, une notion balise, ce qui explique également les difficultés de les appréhender. Et donc, le point de vue de la méthode pour les appréhender et pour surmonter cette difficulté d'ordre purement définitionnel et conceptuel, c'est de s'interroger sur les usages de la référence à la santé mentale et à la vulnérabilité prises ensemble. Et là, on peut constater qu'on est arrivé à un stade de banalisation de cette référence dans la santé mentale et la vulnérabilité, que l'une ne va pas forcément sans l'autre, mais il faut voir par la suite comment cette relation va se problématiser. Et ensuite, ce qui est intéressant, et dans ces cas-là, ce sont les éclairages des travaux en sciences sociales, plus particulièrement en sociologie, c'est les transformations des politiques publiques et le rôle de l'État. En ce sens, donc, il s'agit de problématiser les liens entre la santé mentale et la vulnérabilité en tant qu'une grille de lecture de l'évolution de l'action publique, tant de l'Union européenne, mais également des États. Et qu'est-ce que le recours à la santé mentale et la vulnérabilité dans les actions entreprises peut nous révéler de l'évolution de l'intégration européenne? Alors, dans un premier temps, c'est le contexte. Bien sûr, ce référentiel, cette démarche ne peut se faire indépendamment du contexte juridico-politique dans lequel se posent les questions des liens entre la santé mentale et la vulnérabilité. D'un côté, on aura la position de l'État et de l'autre côté, l'intervention de l'Union européenne. Et là, quand on regarde l'évolution de la construction européenne et de l'évolution de la structure de l'État, on constate qu'il y a l'intégration de la santé mentale dans la politique de santé, tout court, de santé publique, et l'évolution du rôle de l'État social et de l'État-providence, donc développement également de l'éthique du care. D'ailleurs, les relations entre santé mentale et vulnérabilité ont été souvent exploitées sous l'angle de développement de l'éthique du care, donc de l'événement du care tout court, mais aussi l'intervention de l'Union européenne. Alors, sur l'intervention de l'Union européenne, il n'y a pas d'originalité spécifique, puisqu'on sait que la politique de santé publique relève exclusivement de la compétence des États, y compris lorsqu'il s'agit de l'article 168 du traité sur le fonctionnement de l'Union,
excepté bien sûr le paragraphe 4 de cette disposition du droit primaire. Pour tout ce qui est de la santé mentale, de la politique de la santé, c'est la compétence d'appui et de coordination qui va également jouer. Et ce n'est pas un hasard que les instruments qu'on rencontre et sur lesquels nous travaillons sont des instruments à faible portée normative au sens contraignant, sont davantage des guides de bonne pratique, d'impulsion, d'orientation d'une façon de faire pour les États. Cette façon, ce contexte juridico-politique et l'intégration de la santé mentale a également une conséquence sur la vulnérabilité. C'est l'objectivation de la vulnérabilité. C'est-à-dire, on va dépasser de ce stade psychologique individualisé de la vulnérabilité pour la penser de manière plus objective et plus globale. C'est-à-dire la vulnérabilité par la résilience et la vulnérabilité sociale. Ce sont des termes que j'emprunte à Marie Rota, qui avait présenté à travers ces deux représentations dans son travail sur le rôle de la vulnérabilité dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et la Cour interaméricaine des droits de l'homme. C'est quelque chose qui est intéressant sur ce sens-là parce qu'on est face à deux cours également supranationales par rapport à l'Union européenne. Et en ce sens, c'est intéressant de voir que la vulnérabilité par la résilience, elle formule d'emblée une obligation à l'égard de l'État, à la société, comme la vulnérabilité sociale, à aider la personne qui se trouve dans une telle situation à la surmonter. Alors, dans ces cas-là, peut-on penser la relation entre la santé mentale et la vulnérabilité de manière hiérarchique, en ce qu'elle se retrouve dans une relation circulaire, est vulnérable celui dont la santé mentale est fragile, et celui qui a la santé mentale fragile est nécessairement vulnérable. Donc, il y a une corrélation qu'on ne peut pas nier et qui conduit nécessairement à avoir une relation circulaire. Et donc, faut-il, selon le cas, déterminer quelle notion constituera la principale focale et de tenter de les appréhender au cas par cas. Donc, la méthode, c'est bien sûr de savoir quelle focale choisir comme principal étalon d'observation, puisque selon qu'on chauffe les lunettes de la santé mentale, de la vulnérabilité, on ne va pas aboutir au même constat. Et surtout, on ne vise pas les mêmes objectifs. Si on chauffe les lunettes de la santé mentale, c'est davantage la politique de la santé et son évolution dans un contexte social et politico-juridique. Et donc, comment, au sein de cet ensemble plus global, on va intégrer la vulnérabilité. Et ensuite, si on chausse en revanche les lunettes de la vulnérabilité, cette fois-ci, on ne peut pas nier qu'on va se poser d'un point de vue de l'individu, du groupe d'individus, et donc sur les questions des droits individuels, la question de la liberté, y compris pour sa santé mentale. Voilà, donc la focale n'est pas la même. Donc le choix que j'ai fait pour cette présentation, c'est de relire la vulnérabilité à travers le prisme de la santé mentale. Pourquoi? Parce qu'il est beaucoup plus aisé de constater au regard des instruments que je viens de vous présenter qu'on assiste à la construction d'un objet santé mentale sur lequel se concentrent les actions de l'Union, mais aussi de la vulnérabilité dans l'outillage des sciences sociales, puisque les deux sont devenus des référentiels de l'action publique de l'État et ou de l'Union européenne. Mais à la différence de la vulnérabilité, la santé mentale se construit comme un pan autonome de la politique de la santé de l'Union européenne. Donc c'est en ce sens, je pense que ça va être beaucoup plus intéressant d'envisager la vulnérabilité comme un élément de construction de ce pan autonome de la politique de la santé de l'Union. Donc c'est tout à fait émouvant, puisque c'est récent, 2023, l'approche de la Commission. Et d'ailleurs, sur ce point, la communication de la Commission de 2023, on le voit, il y a un objectif clairement affiché de développer une politique de santé mentale au même titre que celle de la santé physique. Et donc, c'est la communication de la Commission de 2023 qui se termine sur ce constat. Et elle rend ainsi plus visibles les plus fragiles et appelle, et c'est une situation que j'emprunte, à assumer notre responsabilité individuelle
donc du sociologue qui avait travaillé sur l'évolution du concept de vulnérabilité dans l'ouvrage précité, et mais aussi collective. Et donc, la vulnérabilité devient alors aussi un référentiel pour la construction de la santé mentale et des représentations sociales à la construction desquelles participe également le concept de santé mentale. Donc, il y aura les deux autres points que je vais développer, c'est justement comment la santé mentale est devenue un référentiel des pratiques et des discours sur la vulnérabilité, comment elle réhabilite la question de la vulnérabilité dans le cadre de l'approche globale de la Commission européenne sur la santé mentale. Et ensuite, on va voir comment la santé mentale contribue également à construire les représentations sociales sur la vulnérabilité. Et au-delà, qu'est-ce que cela nous enseigne sur l'évolution de l'intégration européenne? Bien sûr, il s'agit aussi des pistes de réflexion, puisque ce n'est pas un travail encore fini, c'est également en discussion, également, comme je disais tout à l'heure, une façon aussi de tester certaines hypothèses par la doctrine qui porte le droit de l'Union européenne et les théories sur l'intégration européenne. Alors, la santé mentale en tant que référentiel des pratiques et du discours sur la vulnérabilité que nous retrouvons dans l'approche globale de la santé mentale. Donc, c'est quelque chose qui se confirme. Alors, je m'appuie beaucoup sur les travaux de Claude-Olivier Doron, qui, dans 2015, avait publié un article sur l'émergence du concept de santé mentale dans les années 1940-1960. Et il ouvre également le champ de cette évolution pour les politiques publiques de manière contemporaine. Et ce qui m'a frappé dans cet article, c'est qu'il a d'emblée décrit cette évolution par la considération selon laquelle la santé mentale est devenue un champ général à partir duquel s'organisent des savoirs, des pratiques et des institutions, et que cette notion de référentiel vise un système de coordonnées à partir duquel on situe des objets, des corps et des points. Et donc, nous rajouterons à cette définition, bien sûr, la notion de vulnérabilité. Et ce qui nous intéresse aussi, c'est de voir comment la vulnérabilité s'intègre dans cette politique de la santé et quelle place elle retrouve grâce à la santé mentale en tant que référentiel des pratiques et des discours. Alors, et là, la première chose qu'on peut constater, c'est l'objectivation de la santé mentale comme référentiel des discours et des pratiques sur la vulnérabilité dans la politique de la santé de l'Union européenne. Et là, on le constate, le premier texte qui s'est saisi de cette question, c'est des résolutions du Conseil du 18 novembre 1999 concernant la promotion de la santé mentale. Et déjà, dans ce texte, on voit qu'il y a eu trois textes de 1998 qui ont fourni un cadre légal, pour s'en emparer. On a la communication de la Commission du 16 avril 1998. La santé mentale a été perçue comme une question à prendre en compte dans le cadre de l'action communautaire future dans le domaine de la santé publique. Il en est de même pour le Conseil, où il avait mis en avant la plus-value de l'action de l'Union sur la santé pour réduire la mortalité et la morbidité liées aux conditions de vie et tout ce qui concerne les aspects physiques et mentaux. Et bien sûr, la conférence européenne sur la promotion de la santé mentale et l'intégration sociale. Et donc, l'idée, c'est de mettre la santé mentale dans le cadre d'une stratégie communautaire de santé publique. Les points clés de ce texte, c'est que la santé mentale est indissociable de la santé et contribue d'une manière importante à la qualité de la vie, à l'insertion sociale et à la participation à la vie sociale et économique, dans l'objectif bien sûr de réduire la mortalité. Ensuite, nous avons également les idées forces de ces textes, promotion, prévention, recueil des bonnes pratiques, stimuler la recherche et donc invite la Commission à intervenir dans ce domaine. Et le résultat, nous avons bien sûr donc la communication de la Commission de 2005 voilà, sur la stratégie de la communauté européenne en matière de santé,
en 2000, excusez-moi, en 2000. Et ensuite, nous avons directement donc un programme adopté par le Parlement européen et le Conseil dans le domaine de la santé publique qui vont conduire à l'élaboration du livre vert de 2005. Alors, dans ce livre vert, on a amélioré la santé mentale de la population. Donc, on a un changement également de vocabulaire, surtout parce qu'il s'agit déjà de mettre en place une stratégie sur la santé mentale pour l'Union européenne. Et la santé mentale ici, donc en 2005, a été pensée comme un objectif d'atteindre les objectifs stratégiques de l'Union européenne. Et donc, le retour de l'Europe vers la voie de la prospérité durable, la concrétisation des engagements de l'Union en faveur de la solidarité et de la justice sociale, et l'amélioration tangible et concrète de la qualité de la vie des citoyens européens, c'est important, je le souligne dès le départ, en association avec des institutions, pouvoirs publics, professionnels de santé, parties prenantes d'autres secteurs, et bien sûr la société civile. Donc, on a également l'association des patients et les milieux de la recherche, un débat sur l'importance de la santé mentale. Donc, on a d'emblée une approche qui se vise tout à fait générale, en ce sens où la santé mentale est devenue un objet de discussion au niveau de l'Union européenne. Et on a enfin l'approche globale de la Commission sur la santé mentale de 7 juin 2023, qui va concrétiser, qui va complètement changer de cap, va s'appuyer sur le livre vert et va clairement identifier les 3 principes directeurs qui devraient s'appliquer à chaque citoyen de l'Union: l'accès à une prévention adéquate et efficace, l'accès aux soins de santé mentale et à des traitements abordables et de qualité, capacité à réintégrer la société après le rétablissement. Donc, c'est le cadre de la prise en compte de la santé mentale, et donc en filigrane, on peut lire également la vulnérabilité. Et bien sûr, là, dans cette approche globale, il y a quelques items qui sont très importants pour la Commission, sur lesquels il faut avoir des chantiers. Intégrer la santé mentale dans l'ensemble des politiques, donc ce caractère diffus en tant qu'objectif intégrationniste, sans qu'on puisse le rattacher qu'à une seule politique. La promotion de la bonne santé mentale, prévention et détection précoce des problèmes de santé mentale, améliorer la santé des enfants et des jeunes, aider ceux qui en ont le plus besoin, lutter contre les risques psychosociaux au travail, renforcer les systèmes de santé mentale et améliorer l'accès au traitement et aux soins, briser la stigmatisation et promouvoir la santé mentale à l'échelle mondiale. Ici, je vous ai fait un aperçu très rapide de la communication, mais chaque item, il y a des initiatives phares. Donc, et en fonction de l'importance qu'accorde l'Union européenne, donc, elle identifie les mesures phares et les initiatives qui doivent être prises par la suite. Il y a un volet également dans chaque item, un financement. Donc, il y a un financement qui doit normalement être prévu pour la mise en place de cette approche de stratégie globale. Alors, toute cette présentation nous permet également de dire que contrairement à ce que l'on peut penser, et ce dès le départ, en introduction, je pourrais les présenter, c'est qu'on arrive à avoir quand même des éléments objectifs d'identification de la santé mentale, et en sens où elle devient un référentiel objectivé, bien déterminé. D'accord? On n'est plus dans le flou pour savoir comment on peut définir cette santé mentale. Et en opposition par rapport à la définition proposée par l'OMS, qui fait de la santé mentale un élément de fourre-tout. Voilà, on peut mettre tout et n'importe quoi, qu'il y a quand même une logique un peu plus objective qui s'en dégage. Et l'idée, c'est qu'il faut se décentrer de l'individu et de son affect, et une objectivation de la santé mentale, puisqu'elle va être également appréciée en tant qu'état général de l'individu. Et c'est une approche aussi qui nous a été, sur laquelle je me suis beaucoup basée, c'est notamment dans les études en sciences sociales, c'est que la santé mentale est objectivée en sens où elle prend en compte l'individu dans toutes ses phases de développement. Et donc, il faut identifier à chaque stade de développement de la personne les périodes qui sont critiques pour la santé mentale,
donc susceptibles de constituer des situations de vulnérabilité. Et par exemple, l'adolescence, maladie, passage à l'âge adulte, perte d'emploi, retraite, vieillesse, troubles mentaux, ou bien postpartum, état de grossesse, etc. Et surtout, cette conception objective de la santé mentale qui semble s'imposer à la lecture également des textes européens, c'est qu'elle doit pousser à identifier les conditions de cette fragilité. Et c'est pour cela, à travers l'approche de la Commission européenne, il faut raisonner ici par période, par tranche de vie, mais également facteurs extérieurs qui peuvent venir influer. Et donc, on a ce double phénomène qui va agir également sur la notion de vulnérabilité. On va d'un côté avoir la catégorisation des groupes de personnes dites fragiles ou vulnérables, puisqu'ils vont se trouver dans une période de leur vie où, en fonction des facteurs extérieurs, leur santé mentale peut les positionner dans leur incidence sur la santé mentale peut les positionner dans une situation fragile ou de vulnérabilité, donc mineurs, personnes âgées, personnes en situation irrégulière, l'environnement dans lequel se trouve également la personne. Et cette catégorisation en groupe se traduit bien sûr par la reconnaissance des droits individuels et l'exercice de ces droits. Et c'est exactement ce qui se passe dans le langage juridique dès lors qu'on tente de tenter d'expliquer la vulnérabilité sur le plan juridique. Donc la vulnérabilité change d'objet. Et comme j'emprunte ici la définition donnée par Xavier Lagarde, que sous l'angle du droit, la personne vulnérable est celle qui n'est pas en mesure d'exercer les attributs de la personnalité juridique. Et bien sûr, je reprends également la citation de Diane Roman, la vulnérabilité peut se définir comme l'état d'une personne qui, en raison d'un contexte donné, ne peut en droit en fait jouir de l'autonomie suffisante pour exercer pleinement ses droits fondamentaux. Donc on est ici véritablement dans une situation concrète à laquelle on peut remédier. La santé mentale ne stigmatise plus la personne par rapport à un trouble mental ou par rapport à une maladie. Donc, il y a tout un aspect de facteurs plus large qu'on peut mobiliser. Et cela également a des conséquences sur les protections instaurées. Et donc, au niveau de l'Union européenne, à travers ces textes, ce qu'on peut lire jusqu'en 2023, plusieurs actions sont ainsi inspirées. Promouvoir la bonne santé, prévention et détection, investir dans la formation et le renforcement des capacités. On retrouve exactement cette problématique dans l'avis 147 du CCNE français. Protéger les enfants, assurer la bonne santé mentale au travail, répondre aux besoins des groupes vulnérables et montrer bien sûr l'exemple à l'échelle internationale. Et donc, on a aussi une identification des situations qui s'amplifient et comme un catalogue de plus en plus fourni et donc pour les groupes à risque où la prévention et l'anticipation doit être suivie par des mesures concrètes. Et je fais référence notamment à la communication de la Commission au sein de laquelle on a le postpartum et l'initiative de l'Union HappyMom justement pour prendre en charge cette situation de vulnérabilité. Et donc, on a l'émergence ou de manière embryonnaire les prémices en quelque sorte d'un objet de politique publique avec des incidences institutionnelles. Et de tous ces textes, comme le souligne également juste à titre Olivier Doron, et cela se confirme également, c'est que la santé mentale donne une conception très précise des rapports sociaux de l'individu en développement et des liens affectifs. Et le problème de santé mentale place en son cœur donc la question des effets affectifs, d'où tout un ensemble de relations entre sujets individuels. Il va sans dire qu'il n'est pas possible à partir de là de lui fixer une place délimitée dans la société, donc potentiellement large. Et j'arrive à mon deux derniers points de la présentation, c'est que la contribution du concept santé mentale à la construction des représentations sociales sur la vulnérabilité. Et j'ai encore 5 minutes. Oui, c'est bon. Alors, ce qui est intéressant, et c'est ce qui ressort également de l'approche de santé, de l'approche
de l'approche préconisée de la Commission dans sa communication, c'est que la santé mentale permet de travailler sur les représentations sociales sur la vulnérabilité à travers deux concepts. Donc, le premier concept, c'est bien sûr la stigmatisation et la relation très étroite faite en stigmatisation, discrimination, exclusion. Et cette relation, encore une fois, je me réfère aux travaux des sociologues en sciences humaines qui avaient beaucoup travaillé sur la stigmatisation en tant que processus dynamique qui est fondé sur l'évolution des représentations sociales. Ce qui est intéressant dans la communication de la Commission, c'est qu'on va identifier différentes situations de stigmatisation. Par exemple, la discrimination sur le genre, donc on va avoir une place assez particulière, la discrimination hommes et femmes, donc c'est un élément qui est assez mis en avant dans tout ce qui concerne la question de la santé mentale, mais également les victimes. Et donc, on relie également toute l'évolution du droit de l'Union européenne sur la protection des victimes, notamment dans les procédures pénales. La directive en 2011, 29, ou 2014, 29. Voilà. Donc, c'est un phénomène quand même qui est assez important. Et ensuite, l'autre phénomène, donc, à travers la stigmatisation, c'est la question de l'inclusion sociale, vulnérabilité sociale. Et là, c'est pas simplement dans la communication de la Commission, mais c'est un discours qui est également repris par la Cour de justice, donc par les autres institutions. Et je fais également référence à l'arrêt des grandes chambres de 11 juin 2024, KL, donc c'est l'affaire C-646-21, où la Cour de justice interprète l'article 10 de la directive 2011-95 au sujet des normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale. Donc, elle interprète cet article en sens où un certain groupe social, comme un groupe social qui peut potentiellement être stigmatisé, exclu, donc voilà, dans la construction de ce corps, de corps social, en tant que motif de persécution, donc susceptible de conduire à la reconnaissance du statut de réfugié. Donc, les femmes qui sont ressortissantes d'un État tiers, y compris les mineurs, donc il y a quand même aussi l'interaction avec plusieurs stades de période de crise et de vulnérabilité, qui s'identifie donc effectivement la valeur fondamentale, je cite, de l'égalité entre les femmes et les hommes, intervenue au cours de leur séjour dans un État. Donc, on a également aussi un certain relais qu'on peut éventuellement mentionner à l'égard de cette position dans la communication de la Commission. Et on a ensuite, donc, ces véritablement d'ouverture, puisque le terrain est encore non défriché, fragile, et on suit en quelque sorte comment miner, en quelque sorte, au sens parce qu'on avance par à coup. Donc, c'est une réflexion que je me suis faite également, donc sur la relation entre santé mentale, vulnérabilité et le lien social au sein de l'Union européenne. Et cette fois-ci, je tente d'exporter, mais c'est toujours un peu le risque quand on s'aventure d'exporter ce qu'on observe au niveau national vers l'Union européenne. Donc, si en ce sens, il s'agit encore d'un terrain de réflexion, c'est peut-on penser au regard de ce que je viens de vous expliquer, l'évolution de la politique de santé de l'Union européenne comme une façon de penser le biopouvoir ou d'introduire un paradigme de biopolitique, en ce sens où on voit ici qu'on n'est plus simplement en train d'intervenir pour modifier, améliorer, réguler, je cite, les conditions concrètes d'existence des sujets, voilà, mais aussi on tente de les catégoriser par rapport à une certaine forme de biopolitique que normalement les sciences sociales s'en saisissent depuis très longtemps,
au niveau interne sur la biopolitique des émotions et les affects. Et on va également émerger un autre pan de cette doctrine. Notamment, je fais référence aux travaux de Géraldine Haydan, La vie psychique, objet de droit, la politisation de la vie psychique. Comme si la santé mentale, la vie psychique devient un enjeu, un objet de stratégie politique et de politique au sens politique et d'action publique. Voilà, c'est en ce sens-là. Et une certaine façon également de repenser la bioéthique. Et on le retrouve quand même, cette idée-là, dans la communication de la Commission, parce qu'elle n'arrête pas de rappeler que la santé mentale, cette approche globale, promeut un mode de vie du citoyen européen. Donc, on est dans cet affichage de mode de vie du citoyen. Quand on regarde, il s'agit quand même d'une des 6 priorités de la Commission européenne affichées. Et donc, c'est également une certaine façon de se décentrer de la centralité des corps, hein, qui aujourd'hui font ce qu'on peut appeler la biopolitique, donc le gouvernement des corps. Et on constate également que ce courant repose également sur comment le droit se saisit de la souffrance, du thème psychique et la mise en lumière du développement d'une nouvelle forme de gouvernementalité, donc la psyché politique, et donc le processus d'individuation, la construction des individualités psychiques, et bien sûr donc que cela devient également un phénomène juridique qui est saisi par le droit. Alors, peut-on s'aventurer sur ce terrain? Peut-on penser à l'intégration européenne à travers un paradigme biopolitique? Je pense que peut-être que c'est simplement au début, hein, pour savoir comment l'Union européenne vient s'introduire également dans la vie du quotidien, et que l'approche globale de la Commission sur la santé mentale nous donne quand même quelques éléments de réflexion. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci.